Bonjour à tous, content de vous revoir. Finalement, j'ai décidé de faire une petite émission, malgré qu'on soit à l'intersaison. J'espère que vous aussi, ça vous fait plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui. On va aborder deux sujets qui me paraissent importants. C'est la performance des Lions de la Teranga, l'équipe nationale du Sénégal face à l'Angleterre. Ils ont fait une très belle perf dont on n'a pas parlé entre nous. Et les débuts de Xabi Alonso au Real Madrid. J'ai trouvé que le Sénégal, c'était une très très grosse performance. Mais pour moi, ce n'est pas une surprise parce que j'arrête pas de le dire. Les plus beaux effectifs actuellement en Afrique, c'est le Sénégal et le Maroc. Alors, je ne sais pas s'ils vont gagner la CAN cette saison, mais en tout cas, ils se positionnent en tant que favoris. Ils ont des effectifs, pour moi, XXL. Et ce que je dis souvent, c'est qu'ils doivent se permettre de rêver, ne pas rêver petit lorsqu'ils vont aborder le mondial. Et ça peut être la grande surprise parce que pour moi, cette équipe du Sénégal, c'est d'elle dont on parle, elle fait partie des top 15 mondiales et elle l'a prouvé à la loyale face à cette équipe d'Angleterre. Là, c'est des questions. Alors, l'organisation, ça, je peux y répondre. Pour Mané, ça va être un peu plus compliqué. Mais l'organisation, en fait, il y a quelque chose qui se dégage. C'est un 4-4-3-3. On va dire qu'il a déjà sa ligne de 4 derrière. On en avait parlé auparavant, hein, quand on avait parlé des Lions de la Teranga et leur avenir. C'est-à-dire que Diatta, maintenant, est devenu totalement pour moi un latéral droit. C'est là que se situe son avenir. Ce sera plus ici ou dans le milieu comme il aimait jouer parce qu'il se comparait à Iniesta. Voilà, il y a cette base solide. Koulibaly, Niakate, ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. Ils ont des automatismes. Ça déroule avec Mendy. Et j'avais parlé de ces joueurs historiques, ces leaders. Leaders de terrain, leaders de vestiaire, peut-être aussi. Mendy, Koulibaly, Idrissa Gana Gueye. Voilà. Et autour, il y a des jeunes joueurs qui vont progressivement prendre le pouvoir. Donc, ils ont trois travailleurs. Alors, le plus travailleur, c'est Gay au milieu. Diarra et Camara, c'est des joueurs qui, gros volume de jeu, mais capables de se retrouver très près de la surface de réparation adverse. Malgré tout, ce ne sont pas des numéros 10. Et devant, Jackson, Ndiaye et Sarr. Alors, ma petite surprise, c'est que Sarr a démarré sur le côté gauche, alors que je pense qu'il est plus intéressant côté droit ou bien axe côté droit. Et Ndiaye a démarré sur ce côté droit. Et je pense justement, ma petite interrogation, c'est de me dire, Mané n'étant pas là, Ndiaye est plus capable de venir dans l'axe pour occuper ce poste derrière Jackson, pour occuper ce poste de deuxième attaquant, ou pour être véritablement l'animateur offensif de cette équipe. Celui qui crée, celui qui déborde. Je l'ai vu jouer sur sa fin de saison à Everton sur ce côté gauche où il avait une entière liberté. Il allait au débordement, il revenait dans l'axe, il organisait le jeu, il faisait jouer ses partenaires offensifs et il était très bon dans ce poste-là. Sarr, on le connaît sur ce côté droit sur l'axe, quand il joue du côté de Crystal Palace. Il m'a surpris parce que il est assez adroit maintenant, il est plus systématiquement sur ce côté droit, mais il n'a pas la technicité, Sarr, on va dire, que peut avoir Iliman Ndiaye dans ce milieu de terrain. Mais Sarr deviendra, est amené à devenir un des leaders de cette équipe. Pour ce qui est de Mané, je pense que Pape Thiaw a bien géré cette séquence parce que, si j'ai bien compris, c'est Mané qui a dit qu'il n'était pas en capacité à répondre à l'appel. Il n'en a pas fait toute une histoire, on va dire, Pape Thiaw. Il s'est concentré sur les joueurs présents. C'est ce que me dit toujours un entraîneur. Il faut se concentrer sur les joueurs présents plutôt que les absents. Maintenant, ce que je disais, Gay a 36 ans, Sadio Mané dans leur 32-33, ils ne seront pas éternels, mais jamais je pourrais dire Sadio Mané souci. C'est-à-dire Sadio Mané, c'est quelqu'un qui a sa place dans les 23 Sénégalais pour la prochaine CAN et pour le prochain mondial, je pense. Maintenant, c'est quelle place il va avoir. Est-ce qu'il est toujours ce guide? Est-ce qu'il est toujours ce joueur capable d'être décisif, malgré l'âge, malgré qu'il fasse un peu moins de courses qu'il ne faisait auparavant? Est-ce que ça va forcer Thiaw à jouer en fonction de Mané? C'est-à-dire que s'il joue en fonction de Mané, il va mettre Ndiaye et Sarr sur les côtés, et peut-être Mané, l'âge aidant, dans cette position de 9,5. Donc,
il faudra se passer d'un des 3 milieux de terrain. Donc, à ce niveau-là, effectivement, on va avoir une redistribution des cartes, mais c'est Mané qui a la réponse. Est-ce qu'il est encore capable de rassembler toute son énergie pour être encore ce joueur leader, ce joueur majeur, ce joueur décisif, que ce soit pour la CAN et pour le mondial? Je le souhaite pour lui, mais la génération montante a énormément de talent et elle vient malheureusement, comme ça se passe dans toutes les sélections, le titiller un petit peu. Et j'oubliais, c'est vrai que c'est lui maintenant le meneur de jeu un peu de cette équipe, mais dans ces 3 milieux-là, j'ai oublié Pape Matar qui lui a plus de qualité pour se retrouver dans la surface adverse que ces 3 milieux de terrain-là. Donc, ils ont fait une très belle performance contre une équipe qui, lors du championnat d'Europe, lors du dernier mondial, avait été très performante aussi, cette équipe d'Angleterre, qui a pris ce match très au sérieux, mais à la loyale, cette équipe du Sénégal s'est montrée plus forte. Et donc, elle est dans les standards des 10-15 meilleures équipes mondiales, à mon avis. L'objectif à terme, c'est déjà d'être performante au niveau de la prochaine CAN pour laquelle elle est qualifiée. Et elle fait logiquement partie des favoris. Je ne sais pas si elle gagnera cette CAN. Maintenant, le double objectif, c'est CAN, Coupe du Monde. Mais là, on aura l'occasion d'en reparler lors de prochaines émissions. C'est qu'il y a quand même un os maintenant sur la route de cette équipe du Sénégal. C'est cette équipe ambitieuse qui me fait penser au Sénégal il y a 7-6 ans, 6-7 ans, pardon, de la RDC. C'est un groupe stable, un groupe très dur. Il y aura ce match, on va dire, du 9 septembre en RDC pour cette équipe du Sénégal. Bon, avant, il ne faudra pas non plus, il faudra battre le Soudan à domicile. Je pense qu'ils le feront. Et la finale risque de se jouer en RDC. Mais j'ai parlé du Sénégal comme étant une nation top 10, top 15 mondiale. C'est pas un challenge qui doit lui faire peur, mais c'est un match auquel j'aimerais assister parce qu'ils vont jouer contre une grosse équipe de la RDC qu'il ne faudra pas sous-estimer, mais je pense qu'ils ne les sous-estimeront pas. Donc, effectivement, ils sont qualifiés pour la CAN, donc de facto, ils sont favoris. Ils font partie des favoris. Ils doivent faire respecter leur rang et ils doivent aller au mois de septembre chercher leur qualification en RDC en ayant fait ce qu'il fallait avant en recevant le Soudan pour le prochain mondial. Et là, ils ne pourront pas s'empêcher de rêver, tout comme le Maroc. Voilà, ils ont des effectifs XXL. Donc voilà les objectifs à court et à long terme que peut avoir le Sénégal. J'avais une double lecture parce qu'au départ, pour Xabi Alonso, je me disais ça va être un avantage parce qu'il va prendre ses marques, il va pouvoir imposer son jeu, il aura déjà ses recrues, Trent Alexander-Arnold, Hutchins qui est là dans la charnière. Alors ça fait effectivement pas beaucoup de recrues pour un club comme le Real et je pensais qu'il aurait pu imposer sa vision. Mais finalement, je me suis dit, c'est totalement différent de démarrer par une compétition que de démarrer par des matchs amicaux. Parce que quand vous faites une préparation complète, vous pouvez mettre des tactiques en place, des stratégies en place, et vous n'êtes pas omnibulé par le résultat. Donc, les joueurs peuvent se tromper, vous pouvez être moins performant, mais vous savez que vous donnez le temps au temps pour démarrer le championnat avec en faisant en sorte que les joueurs puissent prendre leur marque dans un nouveau système et qu'ils aient pu prendre leur marque aussi par rapport à une nouvelle organisation. Et ça, c'est très important. Et malheureusement, il ne démarre pas par des matchs amicaux, il démarre par des matchs de compétition. Il démarre par une compétition qu'on a peut-être un peu galvaudée, mais une fois qu'on la joue, elle devient très importante. Donc, il ne peut pas faire des expérimentations, il ne peut pas tenter ce qu'il aurait peut-être voulu et ce qu'il fera avant la préparation du championnat. Donc, c'est une arme à double tranchant parce qu'il est dans l'obligation d'avoir des résultats, mais il ne travaille pas forcément avec la tranquillité avec laquelle il aurait aimé travailler. Pour l'organisation, en fait, du côté de Xabi Alonso, j'ai été un peu surpris parce que il n'y a pas eu vraiment de surprise au niveau des premiers matchs
de ce tournoi. C'est-à-dire que sur le premier match, alors Mbappé n'étant pas là aussi, il a évolué dans un 4-3-3. Ça répond à la question précédente. C'est-à-dire que de suite, c'était des matchs de compétition, donc il ne pouvait pas se permettre de changer de système. Il lui fallait des victoires impératives pour sortir de cette poule, ce qui n'était pas facile. Donc les deux premiers matchs, il les a joués comme ça. Une défense assez classique, Hutchen, Asensio, Trent Alexander-Arnold, Fran Garcia, Tchouaméni, Bellingham, Valverde, le jeune devant, et sur le côté, c'était Rodrigo sur le premier match, et Vinicius de l'autre côté. Donc, voilà, les deux premiers matchs, il a joué comme ça, il y a eu des changements, il y a eu des expulsions, sachant que lui, son système préférentiel, c'est celui-là. Voilà, 3 défenseurs. Voilà son système préférentiel. 3-4-3 avec une pointe, qui était Boniface du côté de Leverkusen, et 2 joueurs en soutien. Donc les 2 pistons ont un rôle essentiel dans ce système. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu déçu malgré tout de le voir abandonner son système préférentiel sur les 2 premiers matchs. Contre Al Hilal, ça s'était pas très bien passé. C'est une équipe quand même compétitive à Hilal. Contre Pachucas, bon, ça a été mieux. Et finalement, le 3e match, alors après, il faut voir aussi contre qui il a joué. Effectivement, Salzbourg, ce n'est pas une grande équipe, on va dire, mais il fallait faire le boulot. Il est revenu à son système préférentiel. Et il a décalé Tchouaméni, Hutchen côté gauche et Rudiger. Voilà. Il a mis Valverde, Bellingham, ici, et il a mis Trent Alexander-Arnold. Il a mis sur le côté Fran Garcia. Et la petite surprise, c'est qu'il a mis en 3e milieu de terrain Güler, sur lequel il compte énormément pour sa qualité technique, et il a mis le jeune Ramon devant avec Vinicius. Donc effectivement, là, il a commencé à mettre en place ce qu'on devrait voir tout au long de la saison, c'est-à-dire 3 défenseurs très solides, complémentaires. Alors ce sera sans doute Asensio, mais Asensio, il doit faire très attention parce qu'un défenseur, on ne lui demande pas d'être brillant, on lui demande d'être fiable. Et fiable, ça veut dire, ils sont tous évitables, mais éviter les erreurs que l'on fait par précipitation. Et Asensio, que je trouve très très bon, l'an dernier contre Arsenal, il fait une erreur évitable. Premier match de poule dans cette Coupe du Monde des clubs, il commet un penalty. Après, il se fait expulser. Il faut qu'il fasse attention parce que la cote qu'il avait la saison dernière, qui était méritée, parce qu'il a fait des très très bons matchs, très forts athlétiquement, il peut la perdre très vite et mettre le doute dans l'esprit de son entraîneur. Celui qui a gagné des points sur cette tournée, ce n'est pas une tournée, c'est quand même une compétition internationale, c'est Güler, sur lequel, effectivement, il a l'air de compter énormément parce qu'il s'est rendu compte, même si Bellingham et Valverde sont très bons, sont capables de courir, sont capables d'amener le surnombre devant, lui a une qualité de pied gauche, de technique, où il peut donner, où il peut faire jouer ses partenaires. Il cherche le joueur qui peut faire jouer ses partenaires. Valverde et Bellingham sont capables de se sortir du duel, du marquage, de par leur course, de par l'intensité de leur course vers l'avant. Lui a un peu moins de ressort, donc il est obligé d'être dans une zone un peu de confort pour pouvoir faire jouer sa qualité technique. Donc, soit il joue assez bas dans le milieu de terrain, où il n'est pas pris au niveau du marquage, Güler, soit il joue comme il a joué dans le 4-4-2 sur ce côté gauche, où il a le temps de s'organiser. Il avait fait des très bons matchs dans le 4-3-3 d'Ancelotti, où il avait joué là aussi un peu milieu décroché, un peu côté gauche. Mais quand le niveau s'était élevé, il avait un peu disparu de la circulation. Donc, je pense qu'à l'avenir, c'est l'organisation que va nous servir, on va dire, Xavi Alonso. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à ce que Vinicius et Mbappé soient complémentaires? Ça va être difficile parce que Vinicius commence effectivement les matchs en deuxième attaquant, mais il a tendance à repartir dans son jardin qui est le côté gauche. Donc, je pense qu'il va donner une grande liberté à ces 2 attaquants. Il va mettre ce milieu
à 5, on va dire, parce qu'il n'a pas ce joueur un peu costaud comme était Boniface, comme était Chic du côté de Leverkusen. Et plutôt que d'en mettre un devant, là, ce serait du 3-4-3 et 2 comme ça, derrière un attaquant qui fixe, qui est assez costaud, athlétique. Bah, finalement, avec l'effectif qu'il a aujourd'hui, sauf s'il recrute, bah, il va jouer, je pense, dans cette organisation qui est cette organisation préférentielle. Mais, je veux parler de Xabi Alonso qui s'adaptait. Inzaghi avec Al Hilal qui pendant 3-4 ans à la Lazio, pendant 2-3 ans à l'Inter a toujours joué avec une défense à 3. Il a repéré Al Hilal qui joue avec 4 défenseurs. Il n'a pas mis en place cette défense à 3. Il s'est adapté pour avoir des résultats de suite, pour mettre les joueurs dans le système dans lequel ils ont joué toute la saison. Mais je pense que l'an prochain, lui aussi, en Saudi Pro League, Inzaghi, il repassera dans son organisation préférentielle. Donc, maintenant, j'ai hâte de voir ce que va faire Xavi Alonso contre la Juve. Parce que là aussi, Kylian Mbappé va revenir, Asensio, je ne sais pas s'il est encore suspendu. Bon, Rudiger, c'est un peu blessé. Est-ce qu'il va repartir sur cette défense à 3 avec une chaîne qui est très bon? Et Tchouaméni aussi qui a été très bon dans ce poste-là. Est-ce qu'il va encore faire confiance à Güler dans ce poste de milieu de terrain? Mais en tout cas, il a les atouts pour. La concurrence est vive. Et avec cette organisation, c'est vrai qu'il relance quand même certains joueurs, certains profils qui sont plus à l'aise dans cette organisation. J'ai hâte de voir tout ça.